Bonjour et bienvenue. Après une naissance, le corps, la vie, tout est en pleine transformation. Et au milieu de tout ça, il y a une question très concrète qui se pose. La contraception. On a mis la main sur un article qui se présente vraiment comme une feuille de route sur le sujet. Notre mission aujourd'hui, en extraire les infos les plus claires. Absolument. L'idée, c'est vraiment de décortiquer la logique de cet article. Parce qu'il ne fait pas que lister des options. Il explore le pourquoi, le quand, le comment du choix d'une contraception juste après un accouchement. On va donc regarder les méthodes, bien sûr, mais aussi les timings, les précautions, tout ça en se basant uniquement sur ce que le texte nous dit. Parfait. Alors, commençons par la base. Pourquoi est-ce que l'article insiste autant sur, disons, l'importance de penser à la contraception si vite? On pourrait se dire qu'il y a d'autres choses à gérer à ce moment-là. Risque de tomber enceinte à nouveau est bien réel et souvent sous-estimé même si on allaite. Le corps peut redevenir fertile très très vite. D'accord, donc on commence par casser une idée reçue. Quelle est la deuxième idée? La deuxième, c'est qu'il y a un moment clé pour en parler de façon sereine et bien informée. C'est la consultation postpartum, ce fameux rendez-vous entre 6 et 8 semaines après la naissance. L'article le présente vraiment comme le point de départ. Ce qui m'amène au timing justement. J'imagine que toutes les options ne sont pas dispo tout de suite. Exactement, et c'est la troisième idée maîtresse, la temporalité. L'article fait une séparation très nette entre les méthodes qu'on peut envisager dès la sortie de la maternité et les autres pour lesquelles il faut attendre un peu, pour des raisons médicales bien précises qu'on va détailler. Et la quatrième idée, j'imagine que c'est la conclusion logique de tout ça. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de solution unique. Le choix est présenté comme une décision très personnelle. C'est un équilibre entre sa santé, l'allaitement, ses préférences et bien sûr la vie d'un pro. Le message de fond, c'est vraiment l'importance du sur-mesure. C'est une très bonne vue d'ensemble. Revenons sur ce que l'article présente comme le point de départ, cette consultation postpartum. C'est quoi son rôle, au-delà d'une simple visite de contrôle? L'article insiste vraiment sur sa double fonction. D'un côté, oui, c'est un bilan médical. On vérifie que la mère récupère bien physiquement, hormonalement, tout ça. Mais de l'autre, et c'est tout aussi important, le texte le décrit comme un espace de dialogue, confidentiel, privilégié. C'est le moment pour poser toutes ces questions sur la contraception à un médecin ou une sage-femme. C'est là que la stratégie se met en place. Et cette stratégie est nécessaire parce que, comme tu le disais, le risque de grossesse est réel. L'article dit quoi sur les conséquences d'une grossesse qui arriverait très vite et de manière non planifiée? Alors, le texte part d'un constat très physiologique. L'ovulation peut reprendre son cours n'importe quand, de manière assez imprévisible. Même avec l'allaitement, qui n'est pas une contraception infaillible, sauf dans des conditions très très strictes. Pour ce qui est des conséquences, l'article utilise une expression assez forte. Un stress supplémentaire pour la famille. Un stress qui peut être émotionnel, mais aussi financier, social. Est-ce que ce constat est illustré? Est-ce qu'il y a des chiffres, des exemples concrets dans l'article? Oui, oui. Pour appuyer son propos, l'article cite des données de l'OMS. Il rappelle que des millions de femmes accouchent chaque année après une grossesse qui n'était pas planifiée. Et plus précisément, il parle d'études. L'une d'elles montre que des grossesses peuvent arriver très tôt, genre 3 à 6 mois après l'accouchement. Il y a aussi un cas particulier qui est mentionné, celui des adolescentes. Pour elles, il est parfois recommandé d'envisager une contraception de longue durée, comme l'implant ou le DIU, avant même de sortir de la maternité. Le message est clair, il faut anticiper. Bon, alors, entrons dans le concret. Pour une personne qui vient d'accoucher, quelles sont les options disponibles tout de suite? L'article les regroupe en plusieurs familles. D'abord, il y a les méthodes dites progestatives seules. Celles-ci sont compatibles avec l'allaitement. On y trouve l'implant, ce petit bâtonnet qu'on insère sous la peau du bras. Il est efficace jusqu'à 3 ans. L'avantage, c'est qu'on est tranquille pour un moment. C'est ça, on n'a plus à y penser. L'inconvénient que l'article mentionne, c'est la possibilité d'avoir des saignements irréguliers, ce qui peut être un peu perturbant. D'accord. Et dans cette même famille de méthodes, Il y a l'injection à faire tous les 3 mois, très efficace, mais ça demande un peu de discipline pour ne pas rater les rendez-vous. Et enfin, la pilule progestative. C'est une prise quotidienne, à heure fixe. Elle est plus souple si on veut l'arrêter, mais demande une vraie rigueur. on a beaucoup parlé d'hormones jusqu'ici, mais pour quelqu'un qui voudrait justement éviter ça à ce moment-là, qu'est-ce que l'article propose? C'est un point très important que le texte aborde. Il y a 2 grandes options non hormonales qui sont dispo tout de suite. D'abord, les méthodes barrières, ok? Les préservatifs masculins et féminins. L'article souligne leur double avantage. Ils protègent aussi des infections sexuellement transmissibles. C'est vrai.
Par contre, l'article ajoute une petite nuance, un peu plus sociologique. Il note qu'ils sont peu plébiscités par les couples bien installés. Hmm. Et la deuxième famille d'options sans hormones? C'est le DU, le dispositif intra-utérin qu'on appelle souvent stérilet. L'article mentionne les deux types, celui au cuivre, qui est totalement sans hormones et qui peut rester en place plusieurs années, et le DU hormonal, qui lui diffuse une très faible dose d'hormones, mais seulement localement. L'effet sur le reste du corps est minime. Et puis l'article parle aussi d'une option beaucoup plus radicale pour le coup. Oui, il aborde la stérilisation. Il la décrit très clairement comme une décision permanente, irréversible. Pour la femme, c'est la ligature des trompes et pour l'homme, la vasectomie. Et le texte donne un détail technique intéressant. La ligature des trompes peut se faire très vite après l'accouchement, soit pendant une césarienne, soit dans les 24 à 48 heures après un accouchement par voie basse. C'est un panel assez large d'options immédiates, mais l'article semble aussi mettre en garde, notamment sur la pose du DU juste après la naissance. Il parle de controverse. Exactement. Le texte ne simplifie pas le sujet. Il explique que poser un DU dans les heures qui suivent l'accouchement, eh bien ça fait débat dans le monde médical. La raison principale, c'est un risque un peu plus élevé d'expulsion. L'utérus est encore en train de reprendre sa taille normale et il y a aussi un risque d'infection. Mais attendez, si c'est controversé, pourquoi l'article le liste quand même comme une option immédiate? Ça peut paraître contradictoire. En fait, l'article présente les deux facettes. Après avoir exposé les risques, il rapporte que certaines études suggèrent autre chose. Pour des personnes qui auraient du mal à accéder aux soins plus tard, poser le DU directement à la maternité peut être une option sûre et même bénéfique. C'est un calcul bénéfice-risque à faire au cas par cas avec les médecins. D'ailleurs, le texte liste des contre-indications très claires à la pose d'un DU juste après l'accouchement. Comme quoi, par exemple? J'ai noté des termes un peu techniques. Oui, il cite par exemple une infection puerpérale, c'est une infection généralisée après l'accouchement, ou la cervicite, une inflammation du col de l'utérus, ou l'endométrite. Dans ces cas-là, c'est clairement déconseillé. C'est la même chose pour la stérilisation. Le texte précise qu'il y a une période entre 7 et 42 jours après où c'est contre-indiqué, et aussi en cas de prééclampsie sévère, d'hémorragie, etc. C'est très clair. On a donc pas mal d'options dès le départ, mais avec des précautions. Mais l'article insiste sur un point, le timing. Tout n'est pas possible tout de suite. Qu'est-ce qui change si on attend quelques semaines? Et du patch. Et pourquoi il faut attendre 3 semaines? C'est quoi la raison médicale derrière ça? L'article est très précis là-dessus. La principale raison, c'est un risque plus élevé de thrombose veineuse, c'est-à-dire la formation de caillots sanguins. Juste après un accouchement, le corps est dans un état qui favorise la coagulation. C'est naturel, pour limiter les saignements. Or, les œstrogènes dans ces contraceptifs augmentent aussi ce risque. D'accord. Donc, attendre 3 semaines, ça permet au corps de commencer à se normaliser et de réduire ce danger. Le texte souligne d'ailleurs qu'il faut être encore plus vigilant pour les femmes qui ont une césarienne ou qui ont d'autres facteurs de risque. Et pour l'allaitement, ces méthodes combinées, c'est compatible? C'est un autre point de vigilance que soulève l'article. Il rapporte que la pilule combinée, à cause des œstrogènes, peut potentiellement diminuer la production de lait. C'est donc un élément vraiment important à aborder avec son médecin si l'allaitement est bien en place. On a fait le tour des hormones, des dispositifs, et pour celles et ceux qui préfèrent des méthodes plus naturelles, sans aucune intervention, l'article en parle? Il les mentionne, oui. Il cite plusieurs approches. La méthode de l'allaitement exclusif, le suivi du cycle, la prise de température tous les matins, ou encore l'observation de la glaire cervicale. Et quel est le verdict de l'article sur leur fiabilité dans cette période si particulière? Le texte est très prudent. Il qualifie leur efficacité de variable et globalement moins efficace que les autres solutions. L'explication, c'est que la période postpartum est pleine de bouleversements hormonaux, ça rend les cycles très irréguliers et donc difficiles à interpréter. La conclusion de l'article sur ce point est claire. Il faut absolument se faire accompagner par un professionnel. On se retrouve donc avec une multitude d'options, de timing, de précautions. C'est presque un labyrinthe. Comment l'article propose de s'y retrouver? Quels sont les grands axes pour faire un choix? Ce qui ressort vraiment du texte, c'est que la décision n'est pas que médicale. C'est comme un triangle. D'un côté, il y a la biologie, l'état de santé. De l'autre, le mode de vie, les préférences, l'allaitement. Et la consultation médicale, c'est ce qui fait le lien entre les deux pour trouver le bon équilibre. D'accord. Prenons les un par un.
Pour l'état de santé, l'article donne un exemple concret. Oui, un exemple très parlant. Une personne qui a des antécédents, personnels ou familiaux, de problèmes de coagulation. Pour elle, les méthodes avec œstrogène, comme la pilule combinée, seront sûrement déconseillées à cause de ce risque de thrombose dont on parlait. C'est un critère un peu non négociable, quoi. Le deuxième sommet du triangle, c'est l'allaitement. On en a déjà un peu parlé. Oui, et l'article en fait est un critère de choix majeur. Il rappelle que les méthodes progestatives seules ou les méthodes sans hormones, comme le DIU au cuivre, sont en général privilégiées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas ou peu d'impact sur la lactation. Le choix d'allaiter oriente donc déjà vers une partie des options. Et le troisième point, qui est peut-être le plus personnel, les préférences. Absolument. Et l'article montre bien que c'est tout aussi important. Est-ce qu'on préfère une solution où on n'a plus à y penser pendant des années, comme l'implant ou le DIU, ou au contraire une méthode à court terme, comme la pilule, qui donne plus de contrôle? Est-ce qu'on est à l'aise avec les hormones ou pas du tout? Le texte insiste là-dessus, le confort personnel, la praticité, c'est ce qui garantit que la méthode sera bien suivie sur le long terme. Et la base de tout ce triangle, si je comprends bien, ça reste l'avis médical. C'est le fil rouge de tout l'article. Aucune de ces décisions ne se prend seule. La discussion avec un médecin, c'est le moment où toutes les pièces du puzzle santé, allaitement, préférence s'assemblent pour former un choix cohérent et sûr. C'est une vision très complète. Si on devait maintenant distiller tout ça, le résumer en quelques points, pour quelqu'un qui nous écoute, quelles seraient les 5 infos factuelles à retenir de cet article? D'accord, synthétisons. Premièrement, La consultation postpartum, entre 6 et 8 semaines après la naissance, est présentée comme le moment fondateur, indispensable pour parler contraception. c'est le point de départ. Deuxièmement, sur le risque. Le risque d'une nouvelle grossesse non désirée est bien réel peu après un accouchement, même en allaitant. Ce n'est donc pas un sujet à remettre à plus tard. Le troisième point concernerait les options disponibles tout de suite, mi. Des options contraceptives efficaces sont accessibles immédiatement après la naissance. L'article met en avant les méthodes progestatives, seules, pilules, implants, injections, et les méthodes non hormonales, comme le DIU au cuivre et les préservatifs. Quatrièmement, une leçon de patience, en quelque sorte. C'est ça, les méthodes avec œstrogène, la pilule combinée, le patch, l'anneau, ne sont à envisager qu'à partir de 3 semaines après l'accouchement, à cause du risque de caillots sanguins. Et le cinquième et dernier point, qui est la clé de voûte de tout ça. Le choix d'une méthode est une décision personnelle, elle doit être guidée par un dialogue entre sa santé, son projet d'allaitement, ses préférences et, impérativement, un avis médical. En conclusion, cet article ne donne pas une réponse toute faite, mais plutôt une méthode, une grille de lecture. Il dresse une carte très claire des options, en insistant sur le fait qu'il n'y a pas de meilleure contraception universelle, mais bien une solution adaptée à chaque situation. C'est tout à fait ça, l'article fournit les éléments techniques, médicaux, le matériel de la décision, si on veut. Et ça soulève une question de fond, je trouve. Une fois que l'efficacité et la sécurité médicale sont garanties, l'article nous amène à nous demander quel est le poids réel du confort au quotidien, des préférences intimes et du mode de vie, dans le choix final d'une contraception après une naissance.